émission est née en 1959. 59 pour les amateurs de vin, c'est une grandissime année pour le vin. 59-61, c'est pas notre ami Philippe Forbach qui est né en 1960 qui va dire le contraire. Et donc tu es agriculteur de métier. Donc tu avais une ferme en Seine-et-Marne, c'est ça? Oui, ça date un petit peu, mais oui, c'est mon premier métier, c'est mon vrai métier. Combien d'hectares? Eh bien, j'ai arrêté mes études à 17 ans, je suis devenu ouvrier agricole et j'ai commencé sur une exploitation de 6 hectares de prairies avec 27 vaches laitières. Puis après, j'ai fait grossir l'exploitation et donc à la fin, lorsque j'ai arrêté, il y avait 100 vaches laitières et 100 hectares de céréales. Mais voilà, le départ, c'était le début, quoi. Alors très rapidement, tu as embrassé le syndicalisme. Qu'est-ce qui t'a motivé là, d'abord dans l'agriculture, puis après d'autres choses? L'engagement syndical, d'abord c'est la volonté, on l'a évoqué dans la table ronde précédente, du collectif de travailler ensemble, et c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire c'est la particularité je pense, du syndicalisme dans le monde agricole, c'est-à-dire qu'au départ, c'est la JAC, c'est les jeunesses agricoles chrétiennes, c'est la volonté donc de mutualiser, de mener des combats collectifs qui ont été ceux de la décohabitation, à l'époque où les jeunes devaient quitter la famille pour s'installer, et puis après, c'est devenu le Centre national des jeunes agriculteurs, etc. Et donc, après avoir eu différentes responsabilités, cantonales, départementales, régionales, etc. Oui. J'en suis devenu le président national en 92. Et donc la passerelle entre le syndicalisme et la politique, elle est naturelle. On parle beaucoup de Laurent Berger qui pourrait faire la même chose. C'est le prolongement naturel ou pas? Pas nécessairement. Moi, c'est le fruit d'une rencontre. Tiens, j'en dis deux mots. Cette rencontre, c'était en 88. J'étais pas encore président national, bien loin de tout cela, mais j'étais arrivé au conseil d'administration du CNJA, et puis il y avait des tensions très fortes en interne, et la tentative d'un putsch. À l'époque, j'étais le leader des opposants contre l'équipe qui était en place. Des vieux. Et j'ai reçu un coup de téléphone un dimanche matin. Je venais de finir de traire mes vaches. Et ce coup de téléphone, c'était le maire de Paris, c'était Jacques Chirac, qui était normalement préoccupé par d'autres choses, qui venait de perdre la présidentielle de 88. Et donc, il m'appelle en me disant je ne vous connais pas, j'entends parler de vous pas nécessairement en bien, je souhaiterais vous rencontrer. Génial. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, après avoir fini, parce qu'il me dit, est-ce que vous pouvez venir à la mairie? Je dis, c'est un peu compliqué, je suis quand même à 90 km. Il y a des vaches aussi, voilà. Hein, ouais. Mais j'ai dit, écoutez, je peux bien entendu tout à fait y aller. Et je suis parti, j'ai mis mon costume du dimanche, mes chaussures vernies, et je suis allé à la mairie de Paris. Et c'est là que l'histoire s'est nouée avec Chirac. Et comment tu trouves le comportement là, de tous ces syndicats pendant cette problématique des retraites, le Front Uni, tout ça? À partir du moment où il faut travailler plus, on est tous d'accord qu'il ne faut pas le faire, non? C'est certain que si on pose la question comme ça, c'est certain que quand on dit les sondages, 80% des Français sont contre la réforme, spontanément, est-ce que vous voulez bosser plus? C'est bizarre qu'il n'y ait pas 100% d'ailleurs. On se doute un peu de la réponse. Non, moi je pense que il y a eu, je reprends mon ancienne casquette, mais je pense beaucoup d'erreurs sur la manière de travailler avec les organisations syndicales et avec les partenaires sociaux. On peut arriver à des accords. Et là, je pense qu'il y a eu des provocations et des maladresses. Ouais. Après, il y a des syndicats avec qui c'est compliqué de travailler. Moi, dans mes différentes responsabilités, j'ai toujours entretenu les relations, que ce soit dans mes responsabilités ministérielles ou autres, avec toutes les organisations syndicales. C'est sûr que c'est compliqué avec la CGT, on sait qu'on y arrive rarement, c'est encore plus compliqué avec Sud, mais avec la CFDT, on a plutôt la tradition d'y arriver, et je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont radicalisé les positions, et lorsqu'elles sont radicalisées, c'est comme quand le dentifrice est sorti du tube, c'est très compliqué de le remettre dedans. Alors, il paraît que certains disent que la plus belle ville du monde, c'est Provins. Est-ce que tu es d'accord avec eux? Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, comme quoi tu dis des choses tout à fait vraies et fondées. Alors, raconte-nous. Donc, il y a une cité médiévale, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a les aigles de Provins, il y a Christian Jacob de Provins. Oui, aussi. Oui. Non, Provins, c'est d'abord le premier... c'est aujourd'hui le 3e site le plus visité en Île-de-France. C'est 1 200 000
visiteurs par an. On est un peu en dessous du zoo de Beauval, on a eu cette discussion tout à l'heure. Il est où, Rodolphe? Oui. C'est 1 200 000 visiteurs. C'est une ville qui a connu son apogée fin du XIIe siècle. Provins battait monnaie, sa monnaie avait cours sur toutes les places d'Europe. C'était une ville qui s'est beaucoup développée avec les foires de Champagne, avec l'intelligence des comtes de Champagne qui ont en quelque sorte organisé les tribunaux de commerce avant l'heure, c'est-à-dire que lorsqu'on venait faire les marchés ou les foires à Provins, on savait que la ville était sécure. C'était la volonté des comtes de Champagne de sécuriser la ville et le commerce. Les conflits étaient tranchés par les acteurs économiques, c'est-à-dire que quand on arrivait sur les foires, on désignait les représentants qui allaient traiter les conflits. Et les comtes de Champagne avaient eu l'idée, dès le XIIe siècle, de séparer la justice du pouvoir politique. Et donc, eux étaient en charge d'exécuter les peines, mais ne jugeaient pas. Et puis, Provins s'est beaucoup développé donc, avec tout ce commerce sur les chemins, les bandits de grands chemins à l'époque, parce que quand on venait aux foires de Provins, on était accompagné sous bonne garde par les comtes de Champagne jusqu'à la foire de Provins, et quand on quittait la foire de Provins pour aller à une autre, avec les coffres qui étaient pleins, on était accompagné sous bonne garde. Donc très vite en Europe, on a su que c'était sécure. Et puis ensuite, Provins a commencé à décliner fin du XIIe, début du XIIIe, quand le commerce fluvial a commencé à se développer avec Bruges. Et là, on a eu du XIIIe au XVIe siècle, on a découvert le commerce par les canaux, qui était plus sûr d'utiliser les chemins. Et puis ensuite, Bruges, avec les incendies, etc., a décliné à partir du XVIe. Et là, c'est Anvers, qui est toujours aujourd'hui un pôle de référence, puisque c'était les ports en eau profonde qui ont commencé à se développer. Mais il y a eu toute cette période où Provins a été après Lutèce, la deuxième ville de France en population, troisième sur le plan économique. Et voilà. Et ça a été, comme le disait si bien Alain Perfit, ensuite la belle endormie. Eh oui, oui. Tu as été député de Seine-et-Marne, quand tu vois tout ce qui se passe à l'Assemblée, là, tous les noms d'oiseaux, tout ça, c'est pitoyable, non? Ça donne pas envie, hein? Si, il faut que ça donne envie. Moi, faut aimer les oiseaux, hein. Oui, mais j'étais 30 ans dans la vie politique. J'ai exercé à peu près toutes les fonctions, hein, de député, j'étais maire, j'étais président d'agglo, j'étais 10 ans président de mon groupe parlementaire, 3 ans président du parti, 3 fois ministre, etc. La vie politique, j'ai adoré. Et puis, il faut bien se dire une chose, on a les politiques que l'on mérite. Ils sont élus. C'est-à-dire, s'ils ne conviennent pas, il faut les changer. Alors, on peut ne pas voter pour eux. On peut ne pas voter pour eux. Ou ne pas voter tout court. Bon, mais ça, oui, mais ça, c'est pas bien. Ouais. C'est pas bien parce que ceux qui ne vont pas voter sont souvent les premiers à critiquer. Donc aujourd'hui, on a ceux qu'on mérite. Et moi, j'ai toujours fait de la politique avec passion, avec force, avec engagement. J'ai adoré ça, ça m'a passionné. De toute façon, si on n'a pas la passion, ça ne tient pas longtemps. Puis d'abord, les électeurs vous le font comprendre, parce que tous les 5 ans, on met sa tête sur le bio. Donc, et ce n'est pas des... Donc le système est bon, voilà, même s'il y a des dérives parfois, quoi. Voilà. On n'est pas dans des systèmes de casse en disant, bon, il n'y a rien qui m'agace plus de dire, vous les politiques. Je dis, écoutez, vous les politiques, mais vous pouvez en être. Il suffit d'avoir le courage d'être candidat et la capacité de se faire élire. C'est à la portée de tout le monde. Donc si on trouve que ce n'est pas bien, il faut s'engager. Oui, moi, c'est ce qui a motivé aussi mon engagement. Et donc aujourd'hui, on a besoin de cela. Alors, ça n'excuse pas les dérapages, etc. Et c'est vrai qu'il y a un changement. Moi, j'ai vu ça au fil du temps, mais je le disais tout à l'heure en aparté, suivez mon regard, mais qui sème le vent récolte la tempête, et on voit ce qui se passe dans la composition de l'Assemblée aujourd'hui, à jouer avec les peurs, à faire des calculs pour faire monter les extrêmes pour s'assurer son siège. Eh bien, on se retrouve dans la situation où on est aujourd'hui. Et il y a, dernier point là-dessus, moi, ce qui m'a toujours fait mal au cœur, c'est ce que l'on voit en ce moment, qu'on ne connaissait pas auparavant, ou beaucoup moins, c'est des sentiments haineux.
Moi, Dieu sait que j'ai eu des affrontements et je n'ai pas été le dernier à en susciter, parfois très dur dans l'hémicycle, parfois très dur aussi en dehors de l'hémicycle, mais d'être capable, à certains moments, de se retrouver et de dire, bon, on fait une pause. Je me souviens de discussions lorsque j'étais président de groupe, un moment qui avait été très, très tendu sur le mariage pour tous, avec Claude Barthelone qui présidait l'Assemblée. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas de la même obédience politique. De se retrouver avec Claude, de dire, bon, attends, il faut qu'on calme le jeu. Là, c'est en train de déraper, chacun tient les siens, et puis on essaye de... Et ça, peut-être qu'effectivement, ça a disparu, mais ça a disparu parce qu'on a interdit le cumul des mandats, parce qu'on a dit c'est scandaleux, ces gens qui sont à la fois maires, députés, qui tiennent tout, etc. Mais là aussi, ils ont été élus. Et le fait d'avoir fait cela, eh bien, on a coupé tout l'enracinement d'un certain nombre d'élus et des gens qui arrivent aujourd'hui, qui sont totalement hors sol parce qu'ils n'ont pas cet ancrage territorial que l'on peut avoir lorsqu'on a été maire, lorsqu'on a été conseiller départemental ou président de conseil départemental. Comprends le concret. Donc tu as été ministre, hein, tu as connu Raffarin et Villepin comme deux premiers ministres. Ton meilleur et ton pire souvenir de cette période dans le ministère? D'abord, les deux premiers ministres, c'était quand même deux tempéraments assez différents. Absolument. Le moins qu'on puisse dire. Tu préférais lequel d'ailleurs? J'ai adoré les deux, totalement différents. Non, mais... le mec est paysan, il parle normalement quand même, non? Il a un peu de goronesse, non? J'ai pas la réputation d'être faux cul. Mais d'abord, j'ai effectivement adoré travailler, qui sont totalement différents. En un mot, l'histoire, quand je deviens ministre de la Famille, d'abord, bon, je travaillais pour Jacques Chirac, j'étais son conseiller agricole, etc. Et je rêvais d'être ministre de la coopération. Et puis, bon, les arbitrages se font différemment. C'est pas moi qui ai la coopération. Et Jean-Pierre Raffarin m'appelle en m'expliquant mais non, tu vas être ministre du commerce extérieur. Je dis, écoute, je parle pas anglais, c'est quand même un peu con. Me mettre voilà, t'es un bon français. Me mettre ministre du commerce extérieur. Il me dit, mais si, tu as l'expérience des négociations internationales, etc. Bon. Et puis, donc je lui dis non, je lui dis, écoute, de toute façon, tu as 200 mecs qui frappent à la porte. Moi, je serai toujours fidèle et loyal, mais voilà, c'est tout. Bon, pas de problème, ce sera pour une autre fois. Et puis, donc, il est assez embêté que je lui refuse. Chirac m'appelle, et là, ça change un peu de ton. Il me dit, tu sais que pour toi, j'ai prévu un grand ministère. Je dis, oui, je viens d'avoir Jean-Pierre. Il me dit, non, un grand ministère qui a été le point central de ma campagne présidentielle. Bon, j'avais fait toute la campagne de Chirac. Je n'avais pas le souvenir de ça. Il me dit, voilà, tu vas être ministre de la Famille. Je dis, attends, tu rigoles. D'abord, ça n'existe pas. Mais on va le créer. Et donc, je me suis retrouvé... Sinon, tu apprends l'anglais. Voilà, ministre de la Famille. Et on a créé ce qui existe toujours aujourd'hui, la PAGE, la prestation d'accueil du jeune enfant. S'il y a des mères de famille ou des pères de famille ici, ils savent ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il permet de prendre en charge les enfants, enfin le coût d'éducation des enfants, que ce soit pour le fait qu'ils soient en crèche avec une assistante maternelle à domicile gardée par la mamie ou par quelqu'un d'autre. Ce système aujourd'hui de politique familiale qui a été malheureusement largement entaillé par François Hollande puis par Emmanuel Macron, mais c'est aussi, à mon avis, une des choses qui nous manque aujourd'hui, d'avoir une vraie politique de la famille. Et ton donc, pire souvenir alors? Ça a été une belle expérience. Pire souvenir, objectivement, j'en ai pas. Tout était parfait. Non, tout n'est pas parfait, mais tu fais avec passion, tu vois, la fonction publique, là aussi. Je vous dis l'anecdote en 2 mots, j'étais ministre des PME, donc ça marchait plutôt pas mal, et donc je rêvais de créer un ministère de l'entreprise. Donc je vais vendre mon truc à Chirac, qui me dit, va voir Dominique, donc je vais voir Villepin. Villepin n'était pas encore nommé, mais il allait être nommé. Et donc, ministère des PME, je lui dis, ce serait bien qu'en plus, j'avais les PME, l'artisanat, les professions libérales, le commerce. Je dis, si tu me remettais l'industrie et puis l'emploi, on créerait le ministère de l'entreprise. Ce qui ferait que le ministère de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui le ministre du Travail est plus à gérer les conflits sociaux et à l'époque à annoncer les chiffres du chômage qu'autre chose. Donc là on ferait le ministère de l'entreprise, on réunirait tout ce qui existe en matière de création d'emplois. Ce qui est cohérent. Et donc Chirac trouve ça génial, Villepin me dit formidable, etc. Bon,
donc je suis très, très fier de moi. J'ai dit, je pense avoir réussi mon coup. Arrive le remaniement et bon, Villepin dégage pas mal de mes copains qui étaient au gouvernement. Moi, j'ai pas de coup de fil. Et d'un seul coup de fil, Chirac me demande de venir. Je dis, bon, il y met les formes pour m'expliquer que je sors. Donc, j'arrive. Je dis à Chirac d'abord, merci. Merci parce que grâce à toi, bon, voilà, le parcours qui est le mien, j'ai été 2 fois ministre. Il me dit, non, t'as rien compris, tu t'assois. Il dit avec un ton où je comprends qu'il ne faut pas la ramener. Donc, bon, je m'assois. Tu t'assois. Il fait venir Villepin. Il me dit, tu comprends, Dominique ne peut pas démarrer avec une grève générale. Moi, je ne vois rien venir. Je dis, ah bah non, ça ne peut pas démarrer avec une grève générale. Bah oui, c'est embêtant. C'est embêtant, Dominique. Il y a un vrai hein. risque. Toute la fonction publique veut se mettre en grève. Et ce n'est pas possible. J'en rajoute, bon, faux cul un peu quand même. Oui, non, voilà. Un peu politique. Et il me dit, donc, il faut que je nomme un nouveau ministre de la fonction publique. Et là, tu comprends. Et il me dit, le ministre de la fonction publique, je dis, attends, tu ne vas pas me mettre moi à la fonction publique. Paysan, tu ne vas pas me mettre... Ah, tu retrouves à apprendre l'anglais. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé ministre de la fonction publique. Il y avait 10 ans qu'il n'y avait pas eu d'accord de boucler. On a réussi à boucler 13 accords avec la fonction publique. Et j'ai su longtemps après celui qui avait vendu la mèche, parce que Chirac faisait le tour de qui pouvait être ministre de la fonction publique. Et les syndicats voulaient faire sortir mon prédécesseur. Et donc Chirac les a tous reçus. Et il y en a un qui a dit, écoute, il y en a un dans l'équipe qui est un ancien syndicaliste avec qui on y arrivera. C'est Jacob. Et c'est Jean-Claude Mailly qui avait dit ça. Je l'ai su bien après. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ministre de la fonction publique. Et que j'ai adoré ça aussi. Donc si on est passionné de politique, si on a envie de servir son pays... On prend son pied, quel que soit le contexte. Quoi. Voilà. Alors, 2022, tu as arrêté d'être président des Républicains, LR. Quoi. Ça y est, tu as trouvé la voie de la raison. Parce que ce parti, il est mort, non? Il est archi mort, non? Écoute... Qui a voté LR là? Qui a voté Pécresse? Tout le monde. 1, tout le monde. 2, 3. 3, c'est presque mieux que... 4, ne minimise pas quand même. C'est presque mieux que le pourcentage national. Enfin, non, c'est un peu en dessous. C'est entre les deux. Non, mais c'est quoi l'avenir à ton avis, Christian? Écoute, moi je reste très, très confiant. On évoquait ça tout à l'heure. On a pris l'élection en France, l'élection qui compte, c'est l'élection présidentielle. Notre sujet aujourd'hui, ça n'a pas été pour la campagne des présidentielles un problème de projet, de programme, etc. Je crois que là-dessus, on sait mettre tout le monde d'accord, c'est un problème de leadership. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir un candidat qui s'impose. On n'avait pas de Chirac en magasin, on n'avait pas de Sarkozy en magasin, et bien voilà, on s'est planté. Et le résultat, il est aussi simple que celui-là. On a gagné formidablement bien les municipales, c'est-à-dire que plus de 60% des villes de plus de 10 000 habitants aujourd'hui sont tenues par des maires LR. On a 60% des départements en France et on a à peu près à peine la moitié des régions. Donc le sujet, c'est d'incarner et d'avoir un candidat, d'avoir un leader au moment de l'élection présidentielle. On est à 4 ans de la présidentielle, ce n'est pas le moment d'avoir un candidat. De toute façon, s'il y en a un qui sort de la tête, il se fait flinguer de tous les côtés. C'est à 2 ans de la présidentielle d'être en capacité de sortir un leader. Et à partir de là, moi, je suis plutôt confiant parce que les idées qui sont les nôtres, je pense que la France est beaucoup plus à droite qu'elle a pu l'être par le passé. Sur le fond, que ce soit sur le plan économique, sur la sécurité, sur la politique étrangère, sur un certain nombre de sujets, on est capable de porter un projet qui réponde aux attentes des Français, mais il faut un porte-étendard. Et c'est ça qu'il nous faut trouver dans les 4 ans qui viennent. Et à partir de là, je n'ai pas d'inquiétude. Christian, pourquoi tu as arrêté la politique? D'abord, est-ce que tu as vraiment arrêté? Parce que la politique, quand même, c'est champion. J'arrête pas. Hein. Écoute, moi, j'avais décidé il y a 6 ans maintenant d'arrêter. C'était d'abord une décision familiale avec mon épouse. Il y a 40 ans qu'elle me supporte dans la vie publique, entre le syndicalisme et la politique. Et on avait dit. Et c'est toujours la même épouse. Et c'est toujours la même épouse depuis 41 ans. Bravo. C'est vrai. Oui, je pense que c'est peut-être plus à elle qu'il faut dire bravo qu'à moi, mais bref. Bravo. Mais je lui transmettrai tes félicitations. Donc on avait pris cette décision ensemble. Bon, il y avait juste petite hypothèse
contrat n'aurait pas été tenu, c'est si mon ami François Baroin avait décidé d'être candidat, là peut-être j'aurais revu les choses, mais bon, François n'ayant pas pris cette décision. Donc j'ai décidé de ne pas me représenter et de démissionner de tous mes mandats. Parce que j'avais envie de faire autre chose. Voilà, et donc tu deviens, depuis 2022, là, entrepreneur. Je redeviens, parce que je l'étais en étant agriculteur. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Donc, tu as une boîte de conseil, tu as également fait les choses également en Côte d'Ivoire, et tu es aussi associé à un fonds d'investissement qui investit dans l'agroalimentaire. C'est assez étonnant. Alors, je fais effectivement plusieurs choses. Je suis dans une banque d'affaires qui est TVI, Thomas Vendôme Invest, qui fait ce que font tous les banques d'affaires, de la levée de fonds, mais aussi de M&A, etc. Et donc, j'y vais plutôt avec un prisme agroalimentaire, parce que bon, c'est un sujet que je connais un petit peu. C'est la famille que tu connais bien aussi. Hein, voilà. Et puis, donc ça, c'est 50% de mon temps. Ensuite, on a créé un cabinet de conseil qui est adossé au groupe EDIS, qui est un groupe qui est bureau d'études et gestionnaire de ports et d'aéroports. On a une vingtaine d'aéroports en France, plutôt les aéroports régionaux. Et là, on est parti d'un pari qui était un peu différent de ce que font beaucoup de cabinets de conseil, c'est-à-dire non pas de faire de l'anti-jeune, mais de dire, on va souvent dans les cabinets de conseil, on a quelques seniors, et puis on envoie des jeunes technos gratter de la copie. Là, la règle, quand c'est dictée entre nous, c'est de dire, on est 7, et de prendre que des gens qui ont au moins 30 ans d'expérience dans un domaine. D'accord. Et donc, avec des profils très différents, et que chacun, on s'investisse totalement. C'est-à-dire, quand on a un mandat, on ne délègue pas à un jeune techno, on l'assume totalement. Donc, pour marquer un peu notre différence avec les très grands cabinets qui font parfois la une de l'actualité, voilà, c'est un pari. On l'a lancé il y a 1 an et on s'est donné 18 mois, 2 ans pour dire est-ce que ça prend ou pas. Et la clientèle, ça peut être des dirigeants d'ETI, comme on a beaucoup au sein du club. Ça peut être, alors on est à la fois, ça peut être des grands groupes. On est dans les grands groupes, mais ça peut être des dirigeants de TI, surtout sur des moments où je cherche à faire des croissances externes, soit de la reprise, soit de la restructuration interne. Et le panel de compétences qu'on a à l'intérieur de notre équipe de Clément Conseil est sympa, d'abord parce que voilà, on ne se tire pas à la bourre, on a tous 30 ans ou 40 ans d'activité. Et donc, on a, je pense, su créer une belle complémentarité avec une ambiance de copains. Start-up expérimenté et de copains. Expérimenté. Avant les questions spontanées, donc c'est Jacques Rivoal qui va être pour la première et puis Benoît pour la deuxième. Toi, à titre personnel, on va le dire, tu adores bien manger et tu adores bien boire. Bon. Aussi. C'est quoi tes deux meilleurs souvenirs de dégustation et tes 2 meilleurs souvenirs de gastronomie ou de restaurant? Dégustation, peut-être côte rôtie. Côte rôtie, il y a quelques années, j'étais ministre des PME et j'étais invité par Marcel Guigal à visiter sa cave au château d'Ampuis. Et donc j'arrive chez Marcel fin d'après-midi. Et le lendemain matin, j'inaugurais la foire de Montargis à 8h30. J'allais couper le ruban. Donc, il y a un peu de route quand même entre Ampuis et Montargis. Surtout après les côtes rôties. Voilà. Et là, je dis à Marcel, ce qui me ferait plaisir, c'est de faire un petit tour dans les vignes. Donc, on était faire un petit tour dans les vignes. Après, on est descendu dans la cave. Donc, on a testé les différents produits. Et puis, tout ça, il devait être, je sais pas, déjà être 22h. On était quand même bien chaud parce que l'ambiance de la cave, quand on fait le tour des verres, ça chaud. Au début, on crache, puis à la fin. Et voilà. Et Marcel nous dit là, maintenant, on passe à table. Parce qu'on a préparé un dîner. Donc, je pense qu'en sortie du dîner, je ne sais plus, il devait être 3h du matin ou 3h30 du matin. Tu as trouvé le lendemain le bandeau là, chauffeurs, c'est l'avantage, la condition de ministre, m'ont ramené, c'était sur la banquette arrière pour arriver à Montargis et à les couper. Et donc on a dégusté les côtes rôties, la londone, la turque, la mouline, etc. C'est excellent, donc ça c'est un très bon souvenir. Et de restaurant Et puis sinon, les bons souvenirs, c'est chez un de mes amis que j'évoquais tout à l'heure, que tu connais bien, qui est Philippe Forbrac, puisque quand
je suis élu président du CNJA, donc je disais 90, en fait j'étais secrétaire général, c'est 92 que je deviens président, et je cherchais un endroit pour aller fêter la victoire, et le CNJA, le siège est rue de la Boétie, et juste derrière la rue de la Boétie, il y a le boulevard Haussmann, et là il y a le bistrot du sommelier, avec Philippe Forbrac, et lui fêtait sa victoire de meilleur sommelier Absolument, du monde, à Rio, et moi 92, mon élection de président du CNJA. On a fêté ça ensemble, et puis on est resté très liés depuis. Voilà. Le privé, là, je redécouvre parce que je démarre depuis un an. Non, moi, j'ai adoré la vie politique. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vécu avec énormément de passion. Et objectivement, ce qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi se passer parce que, bon, pas se leurrer, on se lance dans une nouvelle activité à 62 ans comme je l'ai fait. C'est aussi parce qu'on a un peu un carnet d'adresses, parce qu'on a aussi une certaine expérience. Mais je voulais en sortir, et pardon de l'expression, mais je ne voulais pas finir vieux con en politique et me faire foutre dehors par les électeurs. Donc j'avais décidé de partir un moment et de refaire autre chose. Et la question qui était la mienne à ce moment-là, c'est de dire, je pourrais refaire 5 ans de plus, j'ai réussi à faire élire le successeur que je souhaitais, donc je pense que j'aurais été réélu sans trop de difficultés chez moi. Mais 62 plus 5, c'était 67. Et 67, démarrer quelque chose de nouveau, c'était compliqué. Ça me semblait compliqué, en tout cas. Alors qu'à 62, je me dis, bon, si je ne me plante pas, pendant 10-15 ans, je peux intéresser un peu de monde. Et puis, voilà, faire un job qui me passionne tout autant. La politique donne une vraie expérience. C'est toujours compliqué, hein, le débat, souvent, entre le monde de l'entreprise et le monde de la politique, parce que les politiques disent... le monde de l'entreprise, il pense qu'à une chose, c'est gagner du fric et se faire une place au soleil. Et à la différence, le monde de l'entreprise, à l'égard de la politique, il pense qu'à une chose, c'est qu'à leur élection, ils se foutent de l'intérêt général. On démarre à peu près comme ça. Donc je pense qu'on peut rapprocher les deux. La vie politique, c'est d'abord la gestion des hommes. Moi, j'ai été maire, j'ai été président d'agglo, j'ai été président de mon hôpital avec 1100 agents, j'ai fait un certain nombre de choses qui donnent une vraie expérience dans ce domaine de gestion des équipes, parce que c'est un milieu où les égos ne sont pas à minima, en règle générale, ils sont plutôt bien développés. Et puis, la gestion de crise. Parce que, comme disait Chirac, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Et donc, vous les prenez tous sur la tête. Et donc, ça vous oblige à avoir cette capacité de réaction. Et deux me passionnent. Et dans la vie qui est la mienne aujourd'hui, je me passionne aussi à nouveau parce que c'est beaucoup de contacts, beaucoup de discussions. C'est des coups qu'on réussit, d'autres qu'on ne réussit pas. On réussit à accrocher un mandat, on de la zone de confort quand même. Voilà, voilà. Et puis, on fait toute autre chose. Mais c'est comme ça qu'on se remet en cause. Parce que quand on commence, là aussi, la vie politique, comme dans la vie de l'entreprise, quand on est dans la zone de confort, ça veut dire qu'on n'avance plus, et quand on n'avance plus, on recule. On applaudit chaleureusement Christian Jacob. Merci Christian, et longue vie à ta vie d'entrepreneur, mon cher Christian. Encore.